Madagascar, Gabon, Guinée-Bissau, Togo, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, mais aussi des pays comme Kenya et Malawi. Les crises pré- et post-électorales se multiplient sur le continent africain avec des percussions et des répercussions diverses et variées, différentes d'un pays à l'autre, mais avec un seul et même résultat, des morts, des blessés, la libre expression citoyenne prise en otage, la sincérité du vote piétinée. Jusque à quand les élections seront-elles source de tensions en Afrique? Et pourquoi, oui, pourquoi les organisations internationales et institutions communautaires ont-elles perdu leur crédibilité auprès de certains acteurs politiques ainsi qu'auprès des populations? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré aux crises électorales en Afrique au moment où les Ivoiriens sont convoqués aux urnes ce 31 octobre, tandis que les lendemains du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier en Guinée sont loin d'être paisibles. Au moment aussi où le Burkina Faso s'apprête à élire, le 22 novembre prochain, un nouveau président et de nouveaux députés, dans un contexte marqué par une multiplicité de crises, notamment sécuritaires, humanitaires, sanitaires. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour la première fois sur le plateau de Périscope, Jean de Dieu Sonda. Bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, mais aussi ancien ministre ayant dirigé successivement les départements des transports, de l'environnement et du tourisme en 1983, puis de la coopération régionale entre 2002 et 2007, Jean de Dieu Sonda était, jusqu'en décembre 2019, représentant spécial du président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est aussi un diplomate de formation. Il est aujourd'hui à la retraite. Et il a présidé la cellule nationale du NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, c'était en 2002. Il a en outre assumé du 1er février 2007 au 5 février 2018 les fonctions de vice-président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En deux mots, M. Sonda, comment apprécie-t-on la vie politique africaine, ou plutôt ouest-africaine, du haut de la présidence de la commission de la CEDEAO? Merci d'abord de cette opportunité que vous me donnez. Cela fait quand même belle lurette que je me suis plus présenté sur un plateau de télévision. Vous le savez sans doute. Donc je me dois d'abord de vous remercier de cette marque d'attention. Et comme vous voulez que nous allions droit au but, effectivement, à travers l'expérience professionnelle que j'ai eue en tant que diplomate, en tant que également d'avoir été membre de plusieurs gouvernements ici au niveau du Burkina Faso, et finalement pour avoir été vice-président de la commission de la CEDEAO, j'ai pu vous dire que nous avons un gros problème en Afrique. En réalité, la question que vous vous posez est connue de tout le monde, mais c'est une question de communication. Beaucoup de choses sont faites en la matière, mais la communication en Afrique passe mal. Vous voulez dire qu'on ne perçoit pas la communication, ou que la CEDEAO ne communique pas bien sur ses actions? Je n'irai pas jusqu'à apprécier négativement leur communication. Je dirais que la CEDEAO, la commission de la CEDEAO ne communique pas assez. Ou alors, quand elle communique, elle n'utilise pas le langage qui permette aux populations, comme nous parlons de CEDEAO, des peuples, de comprendre ce dont il s'agit. Tout est question d'adaptation du langage et du vocabulaire lorsque l'on s'adresse aux populations pour se faire comprendre. C'est une question pédagogique. Et il y a énormément de choses qui se font au niveau sous-régional. Mais posez la question avec votre micro-baladeur, vous verrez que beaucoup de gens sont complètement à côté de la plaque quand il s'agit de la CEDEAO d'une manière particulière et des organisations sous-régionales de façon globale en Afrique. Des organisations sous-régionales qui manifestement n'arrivent pas à gérer comme il se doit les crises qui nous assaillent. Est-ce que ça vous inquiète, Jean de Dieu Sonda, en un mot? Ce n'est pas leur rôle de gérer les crises. Non, non, non. Les communautés régionales n'ont pas vocation à gérer les crises. Elles ont pour vocation d'exécuter un mandat à eux confié par les chefs d'État. Les chefs d'État ont donné une délégation de pouvoir à l'ancien secrétariat général de la CEDEAO pour devenir commission. La différence entre le secrétariat général, qui était un organe purement administratif, à la commission, c'est que la commission reçoit délégation de pouvoir de la part des chefs d'État pour gérer certaines situations, mais uniquement dans le cadre, dans le canevas tracé par les chefs d'État.
La stratégie est arrêtée par les chefs d'État. Les conseils des ministres donnent les précisions et la commission exécute, met en œuvre cette ligne stratégique tracée par les chefs d'État. C'est comme ça que ça fonctionne. On le verra à l'aune des différentes crises qui sont qui sont en cours actuellement sur le continent. Mon deuxième invité de ce soir, avant d'en venir à mon deuxième invité, Jean de Dieu Somda, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Périscope. Et mon deuxième invité s'appelle Abdoul Karim Saïdou. Bonsoir. Bonsoir. Abdoul Karim Saïdou, qui est un habitué de notre plateau, c'est le directeur exécutif de l'Institut général Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, l'IGD, mais également chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP. Passionné de Thomas Sankara et de Joseph Kizerbo, Abdoul Karim Saïdou, qui jette régulièrement un regard pertinent sur la vie socio-politique africaine, est auteur de plusieurs publications, dont notamment cet article intitulé « Mode d'alternance et consolidation démocratique en Afrique de l'Ouest ». Alors, Abdoul Karim Saïdou, en deux mots, diriez-vous aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest a mal à son alternance politique? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très frappant qu'on observe en Afrique de l'Ouest, parce que pendant longtemps, dans les 10 dernières années, l'Afrique de l'Ouest est quand même positionnée en comparaison avec, par exemple, l'Afrique centrale comme étant un modèle. Voilà, l'Afrique centrale était une sorte de pionnier où on constate que, malgré les contrastes qui existent entre les pays, mais l'Afrique de l'Ouest était quand même modèle en matière de réutilisation des élections, consolidation démocratique. Mais ces dernières années, avec ce qu'on observe dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée et même il y a 2 ans au Togo, je pense qu'il y a des réels motifs d'inquiétude par rapport à la situation. Ce qui illustre bien le fait que la démocratisation n'est jamais un long fleuve tranquille. Sinon, pendant longtemps, en tout cas les 10 dernières années, je pense que quand on prend la situation de l'Afrique de l'Ouest, je me rappelle qu'en 2015, on était même à 2 doigts de consacrer le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique, de consacrer ça au niveau communautaire, au niveau de la CEDEAO, à la suite de l'insurrection populaire qui s'est déroulée au Burkina Faso. Donc, je pense que ce qui se passe dans la sous-région, voilà, je pense, illustre les difficultés que rencontrent les États dans l'ancrage de la démocratie. Ça nous rappelle encore une fois que la démocratisation n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des flux, il y a des reflux, voilà, ce qui nécessite donc une veille permanente de la part des citoyens. C'est sûr, il faut une veille permanente, il faut des sentinelles, il faut des personnes pour porter ce désir d'alternance. Merci Abdoul Karim Saïdou d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 115e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui. L'agenda électoral est extrêmement chargé en Afrique de l'Ouest en cette fin d'année 2020. Après la Guinée, le 18 octobre, la Côte d'Ivoire organise ce 31 octobre une élection présidentielle dans des conditions plutôt délicates. Sans compter dans le pipeline les rendez-vous du Burkina le 22 novembre, du Ghana, du Niger et de la République centrafricaine, mais ça c'est en Afrique centrale bien entendu, prévu pour décembre prochain. Tout d'abord, comment vivez-vous cette ferveur électorale en Afrique de l'Ouest, Jean-Pierre Somda? C'est pas Jean-Pierre, c'est Jean de Dieu Somda. Ah pardon, Jean de Dieu Somda. Ah là là. Ça décrypte un peu. Alors, non, comment je vis cette atmosphère? Moi, je vois en cela le dynamisme de la démocratie en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest en particulier. Vous savez, tous ces soubresauts, nous allons trop vite en besogne en disant à chaque fois que en fait, la démocratie est mal enclenchée en Afrique. Mais regardez un peu l'histoire des pays qu'on dit démocratiques aujourd'hui. Regardez un peu le parcours que ces pays ont eu à faire pour parvenir au point où ils en sont aujourd'hui. Et vous verrez que nous franchissons de très grandes étapes. Et je pense qu'en la matière, bien sûr, l'atmosphère générale et l'ambiance générale est un peu au pessimisme. Mais moi, je suis de nature optimiste et je crois que tout cela, c'est une dynamique. Et cette dynamique, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, vous aurez des flux, vous aurez des reflux,
Et le tout va déboucher sur une synthèse, comme ce que vous avez sans doute appris, comme nous tous, la loi de la dialectique. Il y aura des thèses, des antithèses, et il y aura la synthèse. Et je suis persuadé que la démocratie en Afrique est en train d'évoluer favorablement et positivement malgré tous ces soubresauts. Malgré les soubresauts, la démocratie est en train de s'enraciner. De toute façon, au niveau des populations, on ne peut plus faire marche arrière. Le désir de liberté, de démocratie et d'alternance est là. Mais est-ce que tout de même, ce calendrier, cet agenda chargé avec des crises n'est pas inquiétant? Abdoul Karim Saïdou. Oui, je pense qu'il faut percevoir ces crises-là comme, je dirais, un élément constitutif de la démocratisation, parce que la démocratisation est aussi quelque chose de parfois violent, parce que c'est vrai qu'en sociologie électorale, on a mis l'accent sur le fait que la démocratie est censée contribuer à la pacification des rapports sociaux, mais la démocratisation elle-même, c'est-à-dire le processus de passage à un régime démocratique, c'est un processus qui peut être violent. Je crois que l'histoire des démocraties avancées, en tout cas, révèle ce facteur conflictuel de la démocratisation. Et donc, si on s'inscrit dans une logique que je dirais téléologique, dans une perspective où on considère que les crises sont, je dirais, consubstantielles à la démocratisation, on peut percevoir les différents soubresauts qu'on observe ça et là comme étant constitutifs d'un processus inexorable. Parce que inexorable, même quand on regarde au niveau des opinions des Africains, lorsqu'on s'appuie sur les enquêtes menées par le réseau Afrobaromètre, on observe que d'année en année, l'attachement à la démocratie augmente au niveau des citoyens africains. Si on prend par exemple un indicateur tel que le principe de la limitation du nombre des mandats présidentiels, on observe que dans tous les pays africains, il y a une forte, je dirais, perception positive. Voilà, pour la limitation du nombre de mandats présidentiels et pour la démocratie de façon générale. Les enquêtes montrent de façon concrète que les Africains préfèrent la démocratie à toute autre forme, voilà, de régime politique. Et de ce point de vue-là, ce qu'on observe, que ce soit au Burkina, au Mali, en Guinée ou ailleurs en Afrique, notamment ces mobilisations des citoyens pour contester des décisions des dirigeants, pour empêcher un certain nombre de réformes. Ces contestations-là s'inscrivent dans cette logique, voilà, je dirais, de démocratisation, voilà, sur le continent. Et vous pensez donc que ces crises ne peuvent que renforcer le processus démocratique? Oui, je pense que c'est des étapes qui sont inévitables, hein, parce que nous faisons face à une situation où il y a de fortes attentes au niveau des citoyens, mais l'acceptation des règles du jeu par certains acteurs est encore difficile. Voilà, parce qu'un des indicateurs de la démocratisation, c'est justement la question de l'alternance. Si on prend la théorie du politologue américain Samuel Huntington, la double alternance. L'alternance elle-même est révélatrice en fait de l'appropriation, de l'acceptation des règles du jeu. Et aujourd'hui, vous voyez bien que, aussi bien en Guinée qu'en Côte d'Ivoire, la véritable question est celle de savoir si les acteurs acceptent, voilà, les règles du jeu. Les règles du jeu non seulement ne sont pas consensuelles, il y a un conflit autour des règles du jeu qui explique un peu la polarisation politique qu'on observe, mais au niveau des populations, il y a de fortes attentes, notamment en termes de liberté, de conquête de plus d'espace de liberté. Et de ce point de vue-là, comme l'a dit M. Somla, je pense qu'avec le temps, dans le court et moyen terme, dans le long terme également, on va assister certainement, je dirais, à des avancées, je dirais, qualitatives dans ce processus qui est vraiment inexorable de mon point de vue. En tout cas, quand on observe la tendance, depuis la troisième vague de démocratisation dans les années 70 et en Afrique dans les années 90, on observe quand même un processus inexorable. Regardez même ce qui se passe au sein des partis politiques au Burkina Faso. Regardez, aujourd'hui, les gens, les militants à la base, n'acceptent plus le dictat du Ouagadougou. Je veux dire par là, ce qu'on appelle aux États-Unis le bossisme, où ce sont les chefs du parti même qui décident qui doit tête de liste dans telle ou telle province. Vous voyez ce qui se passe au sein des partis politiques. Ce sont des indicateurs justement de cette prise de conscience, de cette quête de démocratisation au sein des partis politiques et qu'on peut observer également au niveau national et même au niveau transnational aujourd'hui, parce que c'est des mouvements qu'on observe aussi au niveau international. Aujourd'hui, les gens sont connectés à travers le monde, en Afrique en particulier, et il y a des valeurs que les gens partagent.
Voilà. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'inexorable. Inexorables, ce sont des crises. Il faut donc apprendre de ces crises-là, tirer les leçons pour avancer. En tout cas, en Guinée, en Côte d'Ivoire, on a vu venir ces crises-là. Ce n'est pas non plus faute d'avoir alerté sur la situation. Les chefs d'État de ces deux pays ont tenu à aller jusqu'au bout de leur logique de troisième mandat. Monsieur Somda, vous étiez vice-président de la commission de la CEDEAO. Comment on appréhende ce type de problème au niveau de la commission? Au niveau de la commission, comme je vous disais, qui a reçu délégation des chefs d'État pour gérer un certain nombre de domaines dans le cadre de la promotion de l'intégration sous-régionale, il y a le volet, bien sûr, de l'accompagnement des États dans la bonne gouvernance, la démocratie, les droits des peuples et de l'homme. Et pour ce faire, la CEDEAO très tôt s'est donné les instruments nécessaires dans ce que nous appelons la diplomatie préventive. Toute une direction a été créée au niveau de la commission qui s'appelle le Early Warning System, c'est-à-dire en français facile l'alerte précoce, qui permet de recevoir en temps réel toutes les informations de situation de l'espace CEDEAO, que nous avions découpé en 4 grandes zones. Et dans chaque zone, vous avez un représentant qui fait remonter les informations, comme je vous dis, en temps réel, tous les jours, matin et soir, au niveau de cette direction, qui en fait la collecte, le traitement, la synthèse, et soumet donc ces situations au président et au vice-président, qui, entre deux conférences de chefs d'État, gèrent la situation au jour le jour. Cette situation permet à la Commission de prévoir les crises. Et je puis vous assurer, de par mon expérience vécue, que 80 à 90% des crises sont généralement détectées au niveau de la commission de la CEDEAO avant que ces crises ne se transforment en crises ouvertes. Mais une chose est de collecter l'information, une chose est de la traiter, une autre chose est de la transformer en action opérationnelle pour endiguer, voire prévenir et étouffer dans l'œuf la crise que l'on voit poindre à l'horizon. C'est ça le problème de l'Afrique. Le plus souvent, ce n'est pas le renseignement qui manque. Mais comment traitons-nous les renseignements? Quand est-ce que nous traitons le renseignement? Et que faisons-nous du renseignement pour pouvoir prendre les décisions idoines au moment opportun pour prévenir? Si vous regardez dans tous les grands pays aujourd'hui qu'on classe de grands pays bien organisés, c'est la prévention, c'est la prospective qui est surtout le maître mot. Et une fois que vous avez tous les matériaux d'une crise prévisionnelle, la CEDEAO a les moyens d'alerter les États et de préconiser des solutions idoines. On a entre deux sommets de chefs d'État, le président en exercice de la conférence de chefs d'État, qui travaille en ligne directe avec le président de la commission, assisté par le vice-président et les commissaires. Ça veut dire que tous les instruments sont en place. Est-ce que c'est la prise de décision qui prend du temps? Ce n'est même pas la prise de décision, c'est la prise de conscience qu'il faut prendre la décision qui est le problème. Donc la décision n'est pas prise au moment où il le faut? Je n'irai pas jusque-là, moi je ne jugerai pas les chefs d'État. Je dis tout simplement qu'en Afrique, moi je constate que les renseignements n'ont jamais fait défaut en réalité. Le problème, c'est que nous ne savons pas décider en temps opportun des urgences, de comment il faut agir pour endiguer, prévenir, endiguer et traiter les situations d'urgence. On dit toujours que tout est urgent, mais moi j'ai toujours dit il faut savoir traiter et classifier les urgences. Il y a les urgences des urgences qu'il faut savoir sélectionner. Un bon décideur il faut savoir et décider à temps. Se donner des priorités. Exactement, il faut prioriser les priorités. Il faut prioriser les priorités. Absolument. Au résultat des courses, la CEDEAO est un peu décriée partout sur le continent. Les populations lui reprochent notamment de ne rien faire pour éviter ou pour sanctionner ce qu'on appelle aussi les coups d'État constitutionnels. Vous nous expliquez que le travail est fait et donc il y a un problème au niveau décisionnel et puis au niveau opérationnel. Donc, et qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à tous ces Africains qui nous regardent aujourd'hui et qui estiment que la CEDEAO ne fait pas son travail? La CEDEAO ne règle pas les crises là où il le faut et quand il le faut, et soutient plutôt les chefs d'État qui veulent rester au pouvoir. Permettez-moi de sourire. Non, là, soyons sérieux. Comme je vous ai dit au départ, il y a un gros problème de communication. La commission de la CEDEAO a reçu une délégation de la part des chefs d'État, mais ne peut pas aller au-delà de cette délégation de pouvoir. La commission de la CEDEAO ne peut pas se substituer aux chefs d'État pris globalement, c'est-à-dire les 15 pays,
N'oubliez pas que la CEDEAO, c'est 15 pays avec 15 bonnes et mauvaises habitudes de gestion, d'habitudes, de coutumes administratives. C'est 8 monnaies, c'est 3 langues de travail. Ce n'est pas évident. Nous avons la civilisation francophone, anglophone et lusophone. Au niveau de ces 15 pays, et il faut mettre tout ça en branle, en tirer une synthèse qui soit acceptable par les 15 États. Le système de décision au niveau de la CEDEAO, c'est le consensus. Si vous avez un seul État, aussi petit soit-il, qui n'est pas d'accord, vous êtes obligé de continuer la réflexion, de trouver les mécanismes pour faire adhérer tout le monde à la décision avant qu'elle ne soit opérationnelle. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Du coup, il peut y avoir des vétos? Non, il n'y a pas de veto. Mais il y a toujours l'expression de la volonté des États pris individuellement qu'il faut arriver à synthétiser. La CEDEAO fonctionne sur la base, pour résumer, pour que ce soit très simple en français facile, la CEDEAO, c'est le reflet des 15 États présentés sous une forme synthétique. C'est-à-dire que vous allez trouver les mêmes préoccupations que vous avez au niveau des 15 États pris individuellement, au niveau de la CEDEAO. Donc, vous devez comprendre pourquoi il est si difficile de piloter un tel navire où il faut parler 3 langues avec 8 monnaies et 15 bonnes et mauvaises habitudes administratives. Oui. Pour vous donner un exemple tout simple, moi quand je suis arrivé à la CEDEAO comme vice-président, après une expérience gouvernementale ici au Burkina, j'ai imposé le système avec bien sûr l'accord du président en exercice de l'époque, Ibn Chambas. J'ai imposé le système du conseil hebdomadaire. Ça fait partie des fonctions habituel d'un vice-président, puisqu'il est chargé de coordonner, d'animer les équipes des 15 commissaires, et le président étant beaucoup pris par les questions politiques et diplomatiques, c'est le vice-président qui, on l'appelait amicalement, des housekeepers, celui qui garde la maison. Voilà. Oui. Donc, j'avais imposé le système du conseil hebdomadaire. Mais c'était très difficile pour certains de savoir que chaque semaine, il faut tenir un conseil pour me dire tel projet, tel projet, tel projet, où est-ce que vous en êtes dans l'exécution. Je vais suivre ça. Faire le compte rendu au président qui va transmettre ça au président en exercice de sommet des chefs d'État. Et au prochain sommet, nous sortons un tableau synoptique et nous disons dans tel domaine, vous nous aviez dit de faire ça. Voilà ce qu'on a fait. Voilà les succès engrangés. Voilà les difficultés que nous avons rencontrées. Voilà les propositions que nous vous faisons pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est très difficile pour certains qui n'ont pas l'habitude de faire des conseils de ministres de façon régulière. Ce n'est pas sûr non plus. Alors, Abdoul Karim Saïdou, quand vous vous mettez dans la peau des populations, est-ce qu'on a un peu plus d'éclairage par rapport au travail de la CEDEAO? Parce que pour les populations, à la limite, ils se disent il y a un problème, la CEDEAO est venue pour donner des directives, et puis parfois on ne respecte pas ces directives. Oui, je pense qu'il y a un élément important qu'il a souligné sur lequel il faut insister, c'est le fait que les citoyens de la communauté connaissent très mal la CEDEAO et ses instruments. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en termes de travail, je dirais sur le plan juridique, en termes d'instruments communautaires, dans le domaine de la libre circulation des biens et des personnes, dans le domaine de la gouvernance démocratique, sur les élections, etc. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Par exemple, même des documents clés tels que le protocole sur la démocratie, la bonne gouvernance, qui est un document extrêmement important, qui a même inspiré le travail de l'Union africaine sur la question de la sécurité. La CEDEAO est, je pense, la communauté économique régionale la plus dynamique en Afrique. Oui, mais il n'y a même pas de débat là-dessus. Vous évoquez le protocole sur la gouvernance démocratique. Et justement, chacun interprète ce protocole à sa manière. Il y en a qui pensent que, en vertu de ce protocole, la CEDEAO devrait pouvoir dire clairement aux chefs d'État qu'ils ne peuvent pas briguer un autre mandat. Oui, mais sauf que il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce protocole qui sont méconnues. On met l'accent beaucoup plus sur ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels de gouvernance. C'est la même chose avec le coup d'État constitutionnel. Il y a beaucoup de choses. Regardez la question du fichier. Le fichier électoral. Mais le protocole, moi, quand j'ai lu le protocole, je me suis rendu, le protocole parle même de la maladie d'Ebola. Il parle même de la question de l'état civil, la nécessité d'avoir un état civil fiable. Tout à fait. Qui est quand même le fondement d'un état, je dirais, d'un système électoral fiable, etc. Mais il y a des problèmes, je pense, qui expliquent pourquoi la CEDEAO n'arrive pas véritablement à répondre aux attentes
des citoyens, attentes qui peuvent être illégitimes hein, dans la mesure où beaucoup de citoyens ne connaissent pas quelles sont les missions de la CEDEAO. Je pense qu'il y a une variable liée à la puissance même des États. Voilà. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident, voilà, compte tenu de la position de ces États au niveau de la communauté. Vous avez aussi parfois le rapport de force sur le terrain. Si vous comparez simplement le coup d'État manqué au Burkina Faso en 2015 et puis les coups d'État qu'il y a eu au Mali en 2012 et récemment, ou même la crise par exemple en Guinée-Bissau, vous voyez que c'est pas la CEDEAO a plus de marge de manœuvre lorsqu'on a affaire à des États voilà, où il y a plus de facilité d'intervention. Mais quand vous avez des géants comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement difficile. Voilà. Et de ce point de vue-là, on peut expliquer pourquoi voilà, la CEDEAO n'a pas, je dirais, la même position dynamique, proactive, etc., face aux crises. Oui. Voilà. Parce que dans certains cas, on voit que bon, le discours est beaucoup plus radical, on exige le retour à l'ordre constitutionnel, mais il y a le rapport de force aussi qui joue. Voilà. Donc, là-dessus, on peut dire qu'il y a un traitement à double vitesse. Voilà, justement, je vais rebondir là-dessus pour vous dire que, détrompez-vous, les principes de la CEDEAO ne sont pas appliqués à l'aune de la taille ou de la puissance des États. C'est traité de façon égalitaire et il n'y a pas de puissance qui ne peut pas trouver de contre-puissance. Tout dépend de ce que vous alignez. Si vous alignez, évidemment, des cacahuètes contre des chars, évidemment, ce n'est pas possible. Mais dans les mécanismes de suivi, de traitement et de gestion des crises, la CEDEAO est suffisamment outillée pour savoir ce qu'il faut faire, quelle que soit la puissance et quel que soit l'État. Tout dépend du savoir-faire. Et c'est là où, justement, la diplomatie préventive a tout son sens d'être. Même quand c'est le Nigeria, nous avions des mécanismes qui nous permettent de faire entendre raison, même aux plus puissants. Tout est une question de savoir-faire. La diplomatie, c'est une science. Même plus qu'une science, c'est un art. Et on arrive toujours... Prenez le cas des Nations Unies. C'est le même problème. Les gens trouvent que les Nations Unies sont totalement inutiles. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à saisir toute la subtilité du travail des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, ça a été créé avec des pouvoirs, mais le secrétaire général des Nations Unies, tout comme le président de la commission de la CEDEAO, ne peut pas tout faire au-dessus des États. C'est la synthèse d'États souverains. Et tant que c'est des États souverains, vous êtes obligé de travailler sur la base de la synthèse du consensus, d'où l'arme la plus puissante de notre dispositif, c'est la diplomatie préventive. Diplomatie préventive, parfois ça fonctionne, parfois non. Parlons de la Guinée. L'élection présidentielle s'est déroulée le 18 octobre dernier dans un climat plutôt tendu. Après une année entière de manifestations contre la nouvelle constitution proposée par le président Alpha Condé et surtout contre sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête de l'État. Il y a eu plusieurs missions de la CEDEAO qui se sont déplacées à Conakry. Il y a eu même des tensions entre le pouvoir et la CEDEAO et d'autres institutions. Aujourd'hui, on compte au moins 30 morts dans les violences post-électorales et le candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, revendique toujours la victoire alors que la Commission électorale nationale, la CENI, l'a attribué cette victoire-là au président sortant. Alors, Abdoul Karim Saïdou, doit-on craindre le pire en Guinée au moment où on attend la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle? Je pense que ce qui est sûr, c'est que dans les mois à venir, la tension va rester constante, hein, parce qu'on voit que les positions sont assez radicales. Et lorsqu'on voit également le communiqué de la mission internationale CEDEAO, Union africaine, Nations Unies, Union africaine, CEDEAO. Voilà, donc on voit qu'on est toujours dans la diplomatie. Donc il ne faut pas s'attendre à des réactions, en tout cas au-delà de ce qui a été vu jusque-là. Donc je crois que c'est surtout au niveau des acteurs, au niveau national, qu'il va falloir relancer, reprendre le dialogue, trouver un compromis. Oui. Voilà, je ne vois pas ce que la CEDEAO peut faire d'autre actuellement. Mais la CEDEAO a déjà réussi à apaiser un temps soit peu, en tout cas à désamorcer le dispositif qui était autour du domicile de Cellou Dalein Diallo. C'est tout ce que la CEDEAO peut faire. Parce que vous êtes face à une situation où il y a eu un changement de constitution qui est contesté à l'interne, mais il y a la souveraineté des États qui est là. Voilà, il y a la souveraineté des États. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur un peu la puissance des États. En fait, la comparaison que je voulais faire, c'était avec le cas de la Gambie. La rapidité avec laquelle le
le Sénégal a déployé son armée, a pu obtenir le soutien des autres États, voilà, pour obliger Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. C'est extrêmement difficile d'envisager de telles perspectives pour le cas de la Guinée. Même chose pour le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, du Nigeria. Voilà, du Nigeria. C'est à ce moment que je vous dis, que je vous réplique en disant que tout dépend. On ne peut pas utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes pour tous les pays de façon transversale. Mais quelle que soit votre puissance, il y a toujours une contre-puissance possible qu'on peut aligner contre vous. C'est peut-être pas visible, mais ça existe. Je vais vous donner des exemples très simples. Rapidement, M. Sombla. Voilà, nous avions mis en place des mécanismes de sanctions, mais vous ne pouvez pas vous lever comme ça, aller à la radio ou à la télévision, pour dire que vous sanctionnez tout un pays souverain avec son peuple, etc. Mais il y a des méthodes, il y a des mesures très concrètes qu'on va prendre contre ce pays-là. Ne serait-ce que la caution morale, ne serait-ce que l'appui, disons, le label CEDEAO, qui n'a l'air de rien. Mais allez-y à la Banque mondiale, au FMI, l'USAID, les autres organisations telles que l'Union africaine, les Nations unies, sans passer par la CEDEAO. Vous verrez que vous serez bloqué. Mais quand vous avez le label de la CEDEAO, vous n'avez pas remarqué quand il y a une crise dans un pays, on attend toujours de savoir que va être le communiqué de la CEDEAO. Après la CEDEAO, si vous observez bien, c'est l'Union africaine, c'est le système de cercle concentrique. Après l'Union africaine, les Nations unies rentrent dans la danse. Et après les Nations unies, toutes les autres institutions et tous les groupes de pays comme l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, ils emboîtent le pas. Mais si la CEDEAO dit que le système n'est pas homologué suivant nos principes, ça n'a l'air de rien. On ne va pas le dire à la radio, à la télévision, parce que c'est des États souverains, c'est des chefs d'État qui ont été élus. Donc on ne va pas le dire, mais on y met la pression de telle manière à ce que, quel que soit votre poids, ça dépend à quelle température on vous chauffe. Vous finirez par fondre. Et nous avons des méthodes fort efficaces pour cela. On attend donc de voir quel sera le dénouement en Guinée. Est-ce qu'on prendra le chemin d'une reprise des élections, ainsi que le suggèrent d'ailleurs certains conseillers de la CENI. Je ne sais pas si cette solution-là peut être applicable et appliquée en Guinée. Crise en Guinée donc, mais crise également en Côte d'Ivoire, où seulement 4 dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle sur les 44 candidatures reçues au titre de l'élection présidentielle du 31 octobre. Là aussi, des manifestations ont déjà fait une trentaine de morts depuis que Alassane Ouattara a décidé de briller un 3e mandat. Que peut-on attendre aujourd'hui, Abdoul Karim Saïdou, du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition? Alors, ce que j'observe aussi bien pour la Guinée et pour la Côte d'Ivoire, c'est que les leaders de l'opposition, en fait, travaillent sur 2 registres. Ils sont, je dirais, dans la politique conventionnelle, parce qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont toujours candidats. Ils n'ont pas retiré formellement leur candidature. Ils sont sur le terrain conventionnel, c'est-à-dire ils sont dans le système, ils participent au système, mais ils sont sur le terrain également de la contestation. Ils travaillent sur les 2 registres. C'est la même chose avec celui d'Alain Diallo en Guinée. Oui. Il a été au sein du FNDC, on pensait qu'il allait boycotter les élections, il a décidé de se présenter. Et puis, avant même la proclamation des résultats, il s'est déclaré vainqueur. Et donc, il travaille sur les 2 registres. Ce qui signifie quoi? Qu'il compte en fait sur le rapport de force. Voilà, sur le rapport de force au niveau interne, en espérant peut-être que Guillaume Soro va actionner ses réseaux au sein des forces armées, etc. Donc, ce n'est pas exclu qu'il revienne en fait dans le registre conventionnel. Voilà, notamment Bédié, Pascal Afin-Guessan, qui par ailleurs a toujours été soupçonné par les autres opposants radicaux comme voilà, une sorte de complice du régime Ouattara, etc. Oui. Donc je pense que tout est possible. On peut avoir une situation où le rapport de force sur le terrain peut peut-être amener le président Ouattara à revoir sa copie, à engager le dialogue, voire même à reporter les élections, c'est possible. Tout comme on peut avoir, tout comme on peut avoir une situation où il va organiser les élections coûte que coûte, quitte à voilà, instaurer par la suite un dialogue pour essayer d'apaiser la situation et puis trouver des compromis. Voilà. Parce que ça aussi, c'est des hypothèses. Parce que lui-même, il n'est pas exclu que même après sa réélection, voilà, après peut-être 2 ou 3 ans qu'il quitte, je pense qu'il a réaffirmé lors du dernier entretien qu'il a accordé là. C'est un scénario envisageable. Alors, M. Sombla, comment voyez-vous la situation en Côte d'Ivoire? Non, comme il vient de le dire, la situation est exactement comme en Guinée. C'est-à-dire que le message qui est envoyé par l'opposition n'est pas lisible.
Mais ils disent simplement que l'élection n'aura pas lieu. Non, pas du tout, parce que à 48 heures pratiquement, je peux dire que la chose est consommée. Mais nous pouvons déjà avoir une lecture post-électorale. C'est à cela qu'il faut désormais travailler. Je crois d'ailleurs que les deux camps sont dans cette logique-là. Comment déjà travailler la situation post-électorale? Que va devenir la Côte d'Ivoire, d'ailleurs comme la Guinée, après les élections? Je crois que tous les scénarios travaillent plutôt sur ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, surtout après les élections présidentielles, vous avez les élections, je crois, législatives qui vont suivre. Il y a les autres types d'élections. Il y a la nomination aux différents postes de vice-président. En Côte d'Ivoire, il y a un poste de vice-président. Oui. Il y a les présidents d'institutions, etc. Où, vous savez, en politique, tout est possible. Mais ce que je peux retenir pour le moment, c'est que le discours de l'opposition en Côte d'Ivoire particulièrement n'est pas du tout lisible. Nous ne savons pas exactement. Moi, je n'ai jamais vu ce cas de figure où on est à la fois candidat et boycottant. Ouais, une position très ambivalente. Voilà. C'est pour cela qu'il faut mieux travailler sur le scénario post-électoral. Que devons-nous faire et que pouvons-nous faire pour accompagner la Côte d'Ivoire après les élections pour un retour au calme, à la paix et au développement tant souhaité pour nous tous. Vous n'oubliez pas le rôle locomotive de la Côte d'Ivoire dans l'espace UEMOA et même au niveau de la CEDEAO. Oui. C'est très important. Mais l'ancien président Laurent Gbagbo est finalement sorti de sa réserve ce 29 octobre à travers une interview qu'il a accordée à TV5 Monde. Dans cette interview, il estime que le pays court tout droit à la catastrophe. Il appelle à la discussion et à la négociation. Laurent Gbagbo qui prend position pour l'opposition, clairement, mais demande qu'il y ait une négociation et des discussions. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore être entendu à quelques heures de ce scrutin? Oui, je pense que, comme M. Somna l'a dit, ça va être après les élections. Parce que quand j'ai suivi également le président Ouattara, par exemple, le cas de Laurent Gbagbo, il dit que ça va être examiné après les élections. Voilà. D'un commun accord, ils vont s'accorder sur les conditions de son retour en Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara doit avoir un plan. Voilà, après les élections, il doit avoir un plan. Et c'est sûr que ça va aller dans le sens de l'apaisement, parce qu'il est conscient que la Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans une situation aussi instable. C'est un des facteurs qui manque à la Côte d'Ivoire en termes de puissance. Ce ne sorte pas que certains pays comme le Sénégal ont en Afrique de l'Ouest. Et on attend toujours de voir ce qui se passera ce fameux 31 octobre, alors que l'opposition dit bien que cette élection n'aura pas lieu, qu'ils ont pris les dispositions pour empêcher la tenue du scrutin. On a évoqué... Oui, sur le cas de Gbagbo précisément, je tiens à relever que ce n'est jamais anodin quand lui parle. Remarquez bien quand il a choisi le moment qu'il fallait, c'est-à-dire au moment où pratiquement il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et regardez bien ses propos, sont très mesurés. C'est quand même, ça fait 9 ans qu'il est en prison là-bas, il a quand même envie de retourner au pays, ce n'est jamais facile de vivre à l'étranger. Mais c'est un politicien très fin, très intelligent, il sait pourquoi il intervient maintenant. Et si vous avez remarqué comment c'est équilibré, il n'a pas été dans la démesure comme certains, mais en même temps, il appelle au dialogue tout en sachant très bien qu'à l'étape actuelle, le dialogue est pratiquement consommé. C'est plutôt la période post-électorale qu'il vise. Et il se met pratiquement à la bonne disposition du président Ouattara après les élections pour essayer de revoir la copie de manière à ce que les Ivoiriens se retrouvent et qu'on puisse éviter le pire, parce que lui, il a déjà vécu le pire. Il sait ce que c'est. Mais il sait pourquoi il a attendu. Il n'a pas accordé d'interview depuis longtemps. Il a choisi son moment et il a choisi les mots qu'il fallait quand il le fallait pour dire juste ce qu'il avait envie de dire. C'est un message qu'il a envoyé aux deux camps. Lui, il se met dans la posture post-électorale déjà, comme je vous disais. Les meilleurs stratèges en ce moment à la table, plutôt sur le scénario post-électoral. On verra donc ce qui se passe après l'élection. Dans tous les cas, on est dans des schémas semblables dans plusieurs pays où, après les élections, il va falloir s'asseoir pour discuter, pour éviter le pire. On parle de crise et on a parlé un peu de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi le Mali. Le Mali où la CEDEAO est intervenue. C'était une crise qui était, elle aussi, partie un peu d'une contestation électorale suite aux manipulations opérées par le Conseil constitutionnel sur les résultats des dernières élections législatives. Alors, au niveau du Mali aujourd'hui, il y a une feuille de route, mais cette feuille de route semble un peu brouillée par les attaques, les dernières attaques qui sont survenues. Abdoul Karim Saïdou.
Oui, je pense que c'est clair que la situation sécuritaire va beaucoup impacter le processus de transition. Je pense qu'un des éléments sur lesquels il faut axer l'analyse est de savoir quelle sera la stratégie justement des autorités de transition vis-à-vis des groupes terroristes. Parce qu'on a vu déjà la polémique sur la question de savoir s'il faut négocier ou non, avec la position de la France qui est très claire là-dessus. Mais vous avez aussi une autre variable qui est liée au rapport de force politique, avec le mouvement M25 qui apparemment maintient une posture M5 FRP, je pense. Voilà, les Shogol Maïga, voilà. Oui. Voilà, le mouvement qui a conduit justement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Qui a conduit justement à la chute du président Ibika, qui maintient une posture, je dirais oppositionnelle. Voilà, vous avez également des calculs déjà qui commencent à se faire parce qu'il semble que dans le discours justement de ces acteurs-là, que Soumaïla Cissé serait voilà, le candidat des autorités de transition. Donc il y a beaucoup de suspicions qui peuvent notamment empoisonner l'atmosphère voilà, pour cette transition au Mali. Oui. Sans compter aussi que vous avez les ambitions des militaires voilà, qui sont au pouvoir parce qu'ils doivent aussi préparer l'après-transition. Ça, c'est une variable qu'il ne faut pas perdre de vue. Dans tous les processus de transition, cette question-là s'est posée très tôt. Voilà, pour les dirigeants, notamment ceux qui sont issus de l'armée. Parce que c'est clair qu'après, ils ne pourront plus rester dans des postes stratégiques au sein de l'armée. Il va falloir trouver, je dirais, des points de chute. Et cette variable-là influence beaucoup l'action publique voilà, des régimes de transition. Mais un élément important aussi que je relève, par rapport à nos principes quand même au niveau de la CEDEAO, c'est qu'aujourd'hui, une des leçons qu'on peut tirer du cas de ce coup de force au Mali, c'est que bon, les coups d'État militaires, lorsque vous êtes assuré d'avoir le rapport de force sur le terrain, bon, c'est très facile. Parce que quand vous regardez, la CEDEAO a une position très minimaliste hein, par rapport au Mali. Très, très minimaliste. C'est-à-dire gouvernement civil, fait de route, voilà, dissolution de la junte militaire, etc. C'est très aisé, je veux dire, lorsque dans un pays, on estime avoir le rapport de force, voilà, de perpétrer un coup d'État. Et puis, bon, on sait que quand la CEDEAO va venir, l'Union africaine va venir, il suffit simplement de promettre qu'on va mettre en place une transition civile, voilà, une transition courte. C'est la leçon, en fait, que je retiens. C'est vrai que ce coup de force est intervenu suite à une crise de gouvernance qui est également, je dirais, révélatrice de la violation des textes de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'interdit pas que les coups d'État conditionnels ou militaires. La CEDEAO est également très stricte sur les questions de gouvernance, la lutte contre la corruption, etc. Ouais. Mais lorsqu'on regarde comment la question a été gérée, c'est la conclusion à laquelle on peut aboutir. C'est-à-dire que cette impression que les gens peuvent encore penser à des coups d'État militaires voilà, pour régler des crises politiques en Afrique. Alors justement, M. Somda, la CEDEAO n'intervient pas beaucoup en amont pour ces problèmes de gouvernance qui entraînent ensuite des mécontentements et qui débouchent sur des coups d'État. Et ensuite, la CEDEAO vient dire, voilà, il faut mettre en place un gouvernement civil. Et puis après, les choses continuent. On brandit des sanctions, on les met même en place, mais qu'est-ce qu'elles valent véritablement, ces sanctions, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, M. Somda? Avant de répondre directement à votre question, je voudrais juste revenir quelques minutes sur le cas de l'attaque qu'il y a eu au Mali. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la célérité dans les prises de décision qui nous pose toujours problème en Afrique. Il était certain qu'avec tout le dérèglement des institutions qu'il y avait au Mali, les terroristes allaient profiter de la situation pour marquer un coup. N'oubliez pas qu'il y a deux grands groupes qui se disputent la zone. Vous avez Al-Qaïda et vous avez AQMI. Donc, c'est sûr que l'un ou l'autre allait se manifester de façon forte sur le terrain. On appelle ça, c'est donner les arguments de la négociation. Comme on parle de plus en plus de négociation, c'est à celui qui se montrera le plus fort sur le terrain qui pourra avoir des exigences maximalistes vis-à-vis des autorités de Bamako. Donc, c'était prévisible. Et je suis persuadé que nos collègues d'Abuja ont dû voir ça dans leur cartable. Mais maintenant, est-ce que la décision a été prise pour endiguer cela avant que cela n'arrive? Tout le problème est là. Et ce qui est arrivé au Mali peut arriver dans tous nos pays qui sont en période un peu trouble d'élection ou de changement d'institution. C'est la vigilance permanente
et l'anticipation dans la décision qui est notre point faible, c'est notre talon d'Achille. Maintenant, pour revenir au cas spécifique, non, c'est parce que le cas du Mali est là que vous pensez que la CEDEAO a une formule toute faite qu'elle ressort à chaque fois. Ce n'est pas évident. Si vous prenez l'historique des troubles qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest ces 10-15 dernières années et vous analysez au fond comment est-ce que ça a été réglé, il y a des grandes différences. Je vais prendre un exemple tout simple, celui du Niger, qui était l'un des derniers que j'ai traité avant de quitter la CEDEAO. Quand il y a eu le Tajarché, vous êtes d'origine nigérienne, vous savez ce que c'était. C'est clair et net que ça allait dans le sens contraire des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Les institutions n'étaient plus respectées, le président changeait les institutions à sa guise sans tenir compte de la règle. Vous vous souvenez surtout de la Cour constitutionnelle, les bagarres qu'il y avait entre l'exécutif et le judiciaire à l'époque. Nous avions dans nos cartables, dans nos prévisions, appelé l'attention des chefs d'État sur ce risque. On dit voilà un pays qui court tout droit vers un coup d'État si rien n'est fait, parce que toutes les autres options étaient fermées, sauf évidemment la seule force organisée qui restait, qui était l'armée. Et nos prévisions se sont réalisées, effectivement, c'était un coup d'État. Vous voulez que la CEDEAO fasse quoi? Nous ne pouvons pas aller à la télévision dire, parce que ce coup d'État-là est salvateur, nous allons le bénir. Non, on a dit non. La CEDEAO, en réalité, les gens se trompent de langage. La CEDEAO ne condamne jamais un État en tant que tel. C'est l'État qui n'observe pas les règles du jeu de la CEDEAO, qui s'est lui-même hors jeu, exactement comme un joueur de football qui se met en position hors jeu. C'est lui-même qui se met hors jeu. L'arbitre va siffler sa faute. La CEDEAO constate qu'il n'est plus, qu'il est hors jeu, mais on ne le chasse pas, il est toujours dans le jeu. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que ça se passe. On a dit dans le cas du Niger, nous constatons qu'il y a eu coup d'État. Le Niger lui-même, en enfreignant les règles de la transmission démocratique du pouvoir, automatiquement se met hors jeu. Mais tout le monde connaît la situation qui a précédé le coup d'État. Et nous connaissons la situation de ce peuple-là, qui est vraiment un peuple intégrateur, qui est vraiment décidé et qui a toujours respecté ses engagements internationaux, notamment vis-à-vis de la CEDEAO. Accompagnons le processus, de manière à ce que ce hors-jeu-là revienne le plus rapidement possible dans le jeu et réintègre sa place dans la grande famille de la CEDEAO. C'est ça, la ligne de conduite au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas de condamner, de sanctionner, c'est de mettre en place un mécanisme de manière à ce que celui qui s'est mis hors-jeu revienne rapidement dans la grande famille, comme l'enfant prodigue, et observe à nouveau les règles de bonne conduite dans une famille qui se respecte. Vous pouvez les prendre un à un. Et de mon expérience d'ancien ministre de la coopération régionale et d'ancien vice-président de la CEDEAO, je vais vous dire que tous les cas sont totalement différents. Et nous les avons réglés de façon différente. Maintenant, comme je vous dis, tout dépend. Quand vous avez un poison, il faut trouver le contre-poison. Si vous ne savez pas trouver le bon contre-poison, vous n'allez jamais pouvoir guérir. Et on n'a pas besoin d'une calebassée de poison pour tuer un éléphant. Une flèche suffit. Alors, très rapidement, voilà. Est-ce que les sanctions aboutissent véritablement à quelque chose? Absolument. Je veux dire, les sanctions économiques, ça frappe plus les populations que les États. Il y a d'autres formes de sanctions que nous appliquons et qui marchent très très bien, et pour lesquelles, pour des questions de respect des peuples et des dirigeants, on n'a pas besoin d'aller exposer ça au niveau de la télévision. Des exemples très concrets. Le cas du Niger, quand c'est arrivé, le nouveau président arrivant, on dit non, vous ne pouvez pas assister, par exemple, aux rencontres délibératoires du sommet des chefs d'État. Mais par contre, en liaison avec la commission de la CEDEAO, il y a un agenda que nous allons mettre en place. Vous serez chargé de rendre compte aux chefs d'État de la mise en œuvre progressive de cet agenda, de manière à ce que dans un délai de 18 mois, 2 ans, le Niger réintègre la famille et retrouve des institutions démocratiques. Voilà. Et à chaque semaine, donc, le nouveau président venait, assistait au huis clos, faisait son rapport, ressortait, et ses pairs délibéraient, non pas ses pairs, et les chefs d'État délibéraient en son absence. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Par exemple, nous suspendons automatiquement le recrutement des ressortissants de ce pays-là dans les instances de la CEDEAO. Les gens ne savent pas. Les projets en cours d'exécution peuvent également être immédiatement suspendus, puisque vous ne répondez plus aux règles de la communauté. Vous comprenez? Il y a des sanctions, mais quand vous sanctionnez un État, vous sanctionnez
tout un pays. Vous n'allez quand même pas aller à la radio, à la télévision, parler comme si vous aviez un individu malpropre que vous avez enfermé. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Il y a des manières, et ça, c'est le travail de la diplomatie. Alors, Abdul Karim Saïdou, il y a beaucoup de crises sur le continent, des crises sociopolitiques, des crises électorales, préélectorales, post-électorales, la Guinée, la Côte d'Ivoire et consorts. Toute cette crise risque-t-elle d'impacter, par exemple, le processus électoral en cours au Burkina, où on doit aller aux urnes le 22 novembre prochain? Alors, je pense que ce qui se passe dans la région ouest-africaine en général, c'est quelque chose qui interpelle les acteurs politiques nationaux au Burkina Faso. Et je pense que j'ai entendu ça, en tout cas de la part des leaders politiques lors de la signature du pacte de bonne conduite sous l'égide du Conseil supérieur de la communication. On a entendu des discours justement qui tendaient à faire ce constat-là. Qu'en raison de ce qui se passe dans la sous-région, les Burkinabés ont intérêt justement à aller vers des élections apaisées. Voilà. Donc je pense que c'est une interpellation pour les acteurs domestiques, hein, parce qu'on fait déjà face à une crise sécuritaire depuis 2015, surtout à partir de 2016, avec une crise sanitaire, crise humanitaire. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on a plus d'1 million de déplacés internes. Donc je crois que c'est quelque chose qui doit interpeller, et de mon point de vue, qui interpelle déjà les acteurs politiques, voilà, d'aller vers des élections apaisées. Et je crois que tout le processus qui a conduit, en tout cas à l'adoption du pacte de bonne conduite, à l'adoption des différents textes devant ériger les élections telles que le code électoral et le dialogue politique qu'il y a eu en juillet 2019, tous ces actes-là s'inscrivent dans cette logique-là qui consiste justement à aller vers des élections apaisées, parce que les gens sont conscients que dans le contexte actuel, voilà, les Burkinabés ont intérêt justement à ce que ces élections-là ne puissent pas, je dirais, mettre en danger la cohésion nationale, la stabilité du pays. Oui, d'autant que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre, et de ce qui se passera après cette élection peut déteindre sur le Burkina. Absolument. Et puis nous avons la plus grande communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. De par le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui a notre plus gros contingent, 3 500 000, 4 millions, quand j'étais encore aux affaires. C'est certain que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça nous intéresse au plus haut point. Nous suivons cela. Concernant le cas du Burkina Faso, vous savez, je suis optimiste par nature. Et je sais qu'au Burkina Faso, nous avons... vous avez affaire à un politologue en face de nous. Il sait très bien que la sociologie politique du Burkina est ainsi faite. Beaucoup de bruit, beaucoup de trucs, mais nous nous retrouverons sur l'essentiel. Je crois qu'actuellement, tous les partis politiques dans tous les camps, que ce soit la majorité de l'opposition, réfléchissent et travaillent pour que l'après-élection au Burkina Faso, il y ait un sursaut national pour que le pays se retrouve. Je crois que c'est une attente qui est forte et qui est partagée par les deux camps. Ne serait-ce que ce dénominateur commun va nous permettre de nous en sortir. Moi, je suis optimiste et je sais que dans les deux camps, toutes les mentalités sont prêtes à aller de l'avant après les élections. Et tout sera fait. Mais on a l'habitude ici de nous faire peur. Les Burkinabés ont cette manie de se faire peur. Quand il y a une échéance, tout le monde dit « Ah, ça va mal se passer, ça va bouger, vous allez voir. » Mais zéro, c'est moi qui vous dis. Les choses se passeront bien au Burkina. Parce qu'actuellement, tous les Burkinabés ont à cœur de se retrouver après les élections pour reconstruire le pays. Parce que nous avons déjà suffisamment souffert comme ça de l'adversité du terrorisme et de tous les fléaux que nous avons connus ces dernières années. Je ne vois pas un Burkinabé sincère aujourd'hui qui ne pense pas surtout à ce que les Burkinabés se retrouvent pour se donner une nouvelle façon de gouverner, pour construire un nouveau Burkina Faso qui sera bon pour toutes ces filles et tous ces fils. Alors cette émission tire à sa fin, mais très rapidement, on a donc des élections qui viennent au Ghana, au Niger, en République centrafricaine. En restant dans la zone ouest africaine, l'année 2020 a commencé de façon très pénible avec la crise sanitaire, la pandémie à coronavirus. Il y a eu un certain nombre de problèmes avec des crises diverses. On a vu tout à l'heure les crises en Guinée, en Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous ces processus électoraux dans ces pays-là qui vont donc venir achever cette année assez difficile pour un peu tout le monde? Abdul Karim Saïdou. Oui, ce que j'observe, c'est déjà un contraste
Vous avez cité le cas du Ghana. Ouais, on n'en parle même pas. Oui. On n'en parle même pas. C'est extrêmement important. Ça veut dire que, bon, ils sont arrivés quand même à un niveau de pacification des rapports sociaux, banalisation de la formule démocratique de l'alternance, qui fait que, bon, c'est vrai que le processus a été de temps à autre émaillé également de quelques soucis, de violence au niveau local, mais pas vraiment à une échelle aussi élevée. Donc, c'est vraiment un contraste. Hein. Contraste aussi avec le cas du Niger. Du Niger, oui. Où, bon, voici un chef d'État qui est au terme de ses 2 mandats, qui a pris l'engagement de ne pas se présenter, qui a déjà désigné un dauphin, etc. Même si là-bas aussi, on peut s'inquiéter du fait qu'il y a une possibilité que le principal opposant à Mahamadou soit déclaré inéligible par la Cour constitutionnelle. C'est une possibilité, mais c'est quand même un contraste. Donc, contraste, d'une part, quand on compare le cas du Niger, le cas du Ghana, où on estime qu'il y a une sorte de, je dirais, banalisation de l'alternance qui est en train de s'enclencher, qui est en train de se consolider, le cas du Ghana. Et puis, le cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, voilà, qui sont des cas extrêmement inquiétants, extrêmement alarmants lorsqu'on voit la violence préélectorale et lorsqu'on sait également que même après les élections, ce n'est pas évident que les acteurs puissent s'accorder dans le court terme pour stabiliser le pays. Donc l'Afrique de l'Ouest présente, je dirais, un visage assez contrasté. Oui. Mais comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, je pense que dans tous les cas, nous assistons à un processus, je dirais, inexorable, inexorable de démocratisation. Aujourd'hui, la quête des libertés, la quête de la démocratie est une donnée extrêmement importante au niveau des citoyens. On le voit même au niveau des partis politiques. Donc je crois que les acteurs politiques n'auront d'autre choix que de s'adapter à cette dynamique historique. Alors, 30 secondes pour M. Somda pour terminer. Vous voyez également cette situation en ombre et en lumière? Tout à fait. Moi, je vois très bien cette situation comme une très bonne ébullition. Et comme vous le savez, pour parler très africain, toute sauce qui ne bout pas ne peut pas être bonne. On va donc laisser la sauce bouillir pour qu'elle soit bonne. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 115 qui recevait pour vous Jean de Dieu Somda. C'est bien Jean de Dieu Somda, ancien vice-président de la commission de la CEDEAO. Merci, Monsieur Somda, pour vos éclairages. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdul Karim Saïdou, politologue à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou et qui est très fier de la rebaptisation de cette université. Merci Abdul Karim Saïdou pour votre constante disponibilité à cette émission. C'est Clarisse Benao que je remercie qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à toute l'équipe technique du jour ainsi qu'aux responsables de la production et des programmes de Burkina Info. Merci à vous aussi, à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission et pour vos encouragements tellement réconfortants. Merci et prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.